Eh les gars, on referait pas un All-Star cette année? Ah, ça serait grave. cool. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait donc Gilles Babinet, mais on l'a déjà eu en invité. On a eu Laurence de Villers, on l'avait déjà eu en invité. Et il y avait donc François Soulier-Fogelman. On a invité d'ailleurs. Eh ben, on s'était promis de l'inviter. Dit, hein. Oui. Et là, accepté. Ça va être l'heure. On y va? Allez. Allez, génial, c'est parti. Monsieur, Oui. a-t-on des preuves scientifiques de cette thèse? Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. Je le reconnais. Mais quand on y pense, c'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles. Et de passer de l'évolution à la révolution. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Hey, c'est Mick Lévy dans Trench Tech avec bien sûr Thibault Lemann. Hello, hello. Et Cyril Chaudois. Bonjour messieurs. Bon alors aujourd'hui je suis doublement content. Vous savez, je suis souvent content, mais là aujourd'hui pour deux raisons. Un, par le sujet de notre épisode. On va parler intelligence artificielle. Encore? Ah oui, il faut bien, non, en ce moment. Mais deux, avec une invitée, comment dire, savoureuse, truculente, au franc-parler légendaire et à l'expertise unique nourrie par plusieurs décennies d'expérience du domaine. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui travaillaient déjà dans l'IA au XXe siècle? Ouf, là ça calme. Et c'est une invitée pour laquelle je dois vous avouer aussi une certaine affection, puisqu'on se connaît d'assez longue date. C'est mignon. À part ça, quand même, il y en a marre un petit peu là des histoires là. On a plein d'histoires avec l'IA. Il y a quelques vérités à remettre en place, quelques cerises à remettre au milieu du gâteau, pour ne pas dire quelques mairies au milieu du village. Ça fait déjà quelques années qu'on entend bon nombre de conneries sur l'IA. Ça me sidère. Alors dans cet épisode, on va rétablir la vérité, trier le vrai du faux dans le lot incessant des annonces. Vous voyez, un peu comme dans l'extrait du film Lucie qu'on a entendu en intro. Mick. Oui. Ok, on voit le thème. Ah ouais, Et t'as pas dit finalement, c'est qui notre invité? Ah, je vous l'ai pas dit, mais oui, bien sûr. C'est Françoise Soulier-Fogelman. Elle était parmi nous lors du débat Trench Tech All-Star. Et d'ailleurs, on vous recommande cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est vrai que c'était cool. Bon, revenons à notre invitée du jour. Françoise, donc, c'est une véritable pionnière de l'IA. Elle a écrit plus de 150 publications académiques et édité 13 ouvrages scientifiques. Elle a été membre du AI High Level Experts Group de la Commission européenne. C'est le groupe qui a jeté les fondements de l'actuel AI Act et elle est conseillère scientifique au sein du bureau du Hub France IA. Elle a même encadré la thèse du non moins célèbre Yann Lequin, actuel patron de l'IA de Meta et titulaire du prix Turing. Bon, on va attaquer car on a un gros programme pour elle. Alors, dans cet épisode, on s'intéressera d'abord au dessous des grands débats réglementaires avant de traiter le douloureux sujet de l'IA et des risques cyber. Enfin, on l'interrogera sur sa vision de l'avenir de l'IA. Dans cet épisode, on retrouvera aussi deux chroniques croustillantes à croquer. Débat en technocratie de Virginie Martins de Nobrega et un moment d'égarement de Laurent Guérin. Allez, il est maintenant grand temps d'accueillir notre invitée. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour Françoise. Bon Françoise, Tout ce que tu as dit, c'est des mensonges absolus. On est ah, d'accord. c'est ce que j'allais te demander. Continue. Il y a rien qui est bon, on est d'accord, hein? Ouais, c'est tout faux. C'est tout faux. Bon, bah Continue. génial. C'était pas au 20e siècle, c'était en 1922 carrément. Waouh. Bon, ça ferait plaisir de te recevoir dans Trench Tech. Je te propose qu'on lance dès maintenant le grand entretien, les dessous des débats réglementaires. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors Françoise, avant de rentrer dans le vif sujet des débats réglementaires, on aimerait mieux te connaître. On l'a bien dit en intro, tu es une véritable pionnière de l'IA. Et quand tu as démarré dans ce domaine, il n'était pas du tout aussi populaire, connu qu'aujourd'hui. Alors raconte-nous, comment t'es tombée dans la potion de l'IA quand tu étais petite? Quel était ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Aïe, 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 ça c'est compliqué comme question. On commence par le dur, nous. Hein. J'ai fait des choses tout à fait sensées. J'ai fait des études au début complètement de lettres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la civilisation précolombienne. Les Olmecs, les Aztèques, les Guatémaltèques, les Zapotèques, voilà, ces choses-là. Et puis, un beau jour, on m'a dit, il faut faire des maths, donc j'ai fait des maths, voilà. Bon. D'accord. Ça m'a amené à l'école normale supérieure, très bien. Là, on a voulu me faire faire un DEA
puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, un Master 2, on va dire, puis une thèse en théorie des nombres. Et j'ai dit, ça va pas la tête, et donc je suis partie en informatique. Et je me suis intéressée, alors pour des raisons qui sont extrêmement longues à expliquer, que je vais pas expliquer, je me suis intéressée à un truc tout à fait idiot, un ensemble de machins, de choses qui communiquent, qui s'envoient des signaux et qui changent d'état selon les signaux qu'ils reçoivent. Ça peut être des agents dans une économie, ça peut être des molécules et ça peut être, voyez-vous, des neurones. Voilà. Et donc la première question que je me suis posée à l'époque, je me suis dit, mince, mais ces machins-là, ils évoluent. Jusqu'à quand ils vont évoluer en une pipasse? Ça va bien s'arrêter, quoi. Donc, en économie, ça s'appelle l'équilibre économique. Et on a commencé à développer des trucs là-dessus et on s'est aperçu de choses absolument extraordinaires, c'est que ça arrivait en effet à un équilibre. Bon. Et puis, en parallèle, donc j'étais prof à la fac, j'avais des gens qui travaillaient avec moi, je faisais des publications scientifiques, gna gna gna. Puis un jour, il y a un petit gars qui est rentré dans mon bureau qui a dit je voudrais faire de la recherche. Je lui ai dit ouais, intéressant. Okay. Tu veux faire de la recherche? Qu'est-ce que tu appelles faire de la recherche? Donc c'était Yann Lequin. Il savait pas ce qu'il voulait, il savait pas ce que c'était de la recherche, mais il savait que c'était ça qu'il voulait faire. Très bien. Et donc lui, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'en fait, il faisait la même chose que moi, entre guillemets. Il avait des ensembles de trucs, machins, choses bidules qui changent d'état et qui échangent des signaux, etc., des neurones. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était d'apprendre à ces choses-là, de faire ces choses-là, que ces choses-là apprennent. Je dis, bah ouais, pourquoi donc pas. Les débuts du fameux machine learning, finalement. Non, le machine learning, pour moi, c'est autre chose. Ça, c'est les débuts de ce qu'on a appelé vraiment le connexionnisme, les réseaux de neurones. D'accord. Machine learning, c'est le cadre plus large de la statistique avec les réseaux, les arbres de décision, enfin, tous les algorithmes de statistique bien classiques. Tu peux nous le resituer dans le temps, là, cette rencontre comme ça, avec Yann Lequin qui voulait faire de la recherche? La colle, genre 1900, on a dit 1922. 1984, quelque chose comme ça, 85. D'accord. Donc voilà, alors on a discuté un petit peu, donc on a essayé de converger vers ça veut dire quoi faire de la recherche. Et on en a conclu que ce qu'il voulait, c'est faire de la recherche, et pour ça, il fallait une thèse. Très bien. Sachant qu'à l'époque, moi, j'en avais pas. À l'époque, on pouvait être prof de fac, assistant à la fac sans avoir de thèse. J'étais en train de passer ma thèse qui s'appelait la thèse d'État. Si j'ai pas eu la dernière, c'est tout juste, parce que juste après, ils ont arrêté. Ils ont eu après une thèse, il faut qu'on s'arrête. Bon, donc, Yann, pour faire une thèse, il fallait avoir fait un DEA. Et donc, je l'ai envoyé faire un DEA par ici, à Jussieu, qui s'appelle, je sais plus comment, Sorbonne, machin, truc, enfin bon. Et le DA en question, c'était le DA du Laforia. Donc, c'était de l'intelligence artificielle, comme on disait à l'époque. Symbolique. Attention les yeux. Et voilà. Donc, on a continué comme ça. Moi, j'ai terminé ma thèse sur les équilibres et tous ces machins, enfin, les évolutions dynamiques des systèmes d'objets, de réseaux de neurones, dans lequel on arrivait à mémoriser des formes, on arrivait à faire plein de choses. Et pendant ce temps-là, Yann a commencé à développer l'apprentissage. Et dis-nous... qui est devenu bac propre. Cette époque-là, c'est pas précisément ce qui a été appelé par la suite l'hiver de l'IA, parce que justement, on était un peu dans le creux de la vague. Non, alors, ce qui s'était passé encore avant ça, on va revenir à 1922, vous allez voir, encore avant ça, il y avait les travaux de Minsky, Papert et tous leurs petits camarades sur ce qu'on appelait le perceptron. Le perceptron, c'était un neurone tout seul qui apprenait, un seul neurone. Et ils avaient démontré qu'en effet, un neurone tout seul, il pouvait apprendre, certes, mais vraiment pas grand-chose, des choses extrêmement simples, ce qu'on appelle des figures linéairement séparables, en l'occurrence. Donc, ils avaient annoncé que ça allait faire le café, papa, maman, tout bien, et en fait, non, ça pouvait juste apprendre des trucs relativement simples. Et donc là, il y avait eu l'hiver, et ça, c'est les années, on va dire, allez, pour dire vite, on va les années 70. D'accord. Et en 85-86, ça repart. Ça a été la folie furieuse, un peu comme maintenant. Franchement, moi, j'ai l'impression de revivre la même chose. Ah oui, c'est le même genre. C'était de la folie complète. On voyait que ça, les articles, les machins, blablabla. Bon, les réseaux de neurones allaient tout révolutionner. Et effectivement, à l'époque, donc, on a travaillé avec Yann ensuite sur l'apprentissage, puis sur des systèmes de réseaux de neurones multicouches, comme on disait, puis sur des réseaux de neurones multicouches convolutionnels, comme on disait, c'est-à-dire avec des filtres,
tout ça, c'était en 1991, 92, 93, on avait tout ça. Tout ça marchait comme sur des roulettes. Mais il n'y avait pas assez de data et pas assez de puissance informatique. Ça avait des applications en parole, ça avait des applications en images, magnifique, génial, mais encore le souvenir du Macintosh qui fait ronron, là. Ronron sur, allez, soyons fous, 200 exemples pendant une semaine entière à prendre un réseau multicouche profond de 2 couches cachées. Oh. C'était la folie furieuse. Voilà. Donc, on en était là. Moi, j'avais quitté l'université. J'avais créé une start-up et on fabriquait des solutions réseau de neurones. Par exemple, on avait fait de la reconnaissance de visage. Emmanuel Viennet avait fait sa thèse à médiamétrie, en l'occurrence, pour reconnaître des visages. On mettait des petits carrés autour des visages, puis crac, on dit qui c'est. Voilà, ça. Donc ça, la thèse d'Emmanuel, c'était en 1993, en gros. On avait tout ça, mais pas les données. Et donc, les machines, on s'en foutait un peu, il n'y avait pas les données de toute manière. C'est hyper intéressant cette plongée un peu dans l'histoire, mais il y a un élément moi qui m'intéresse aussi beaucoup. Tu nous parles des années 80 dans la tech, donc c'est hyper intéressant puisqu'on voit que finalement ce qu'on dit aujourd'hui comme grande prouesse, finalement j'ai l'impression que tu as déjà vécu plus ou moins la même chose déjà il y a quelque temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est sans vouloir, mais c'est qu'aujourd'hui, on sait que dans la tech, on manque beaucoup de femmes. Toi, tu es à l'origine de beaucoup de choses dans la tech. Comment est-ce qu'on en vient, en tant que femme, à rentrer dans la tech et surtout à être une figure comme tu es une figure aujourd'hui? Comment on vient dans la tech, au fait? Je sais pas, un garçon, il fait comment? C'est pareil. Non, mais au fait, on a l'impression... tu enfonces tes portes ouvertes et je te remercie. Mais c'est quelque part, on dit souvent que c'est pas que les femmes s'épanouissent beaucoup moins dans la tech. Tu es le contre-exemple, ou du moins l'exemple qui montre que cette théorie est complètement fausse et basée sur n'importe quoi. Ah oui, c'est complètement idiot. Alors moi, j'ai eu la malchance, si on peut dire, d'avoir été élevée par ma mère seule, puisque mon père est parti en courant, n'est-ce pas? Donc, a plaqué ses gosses et sa femme, très bien. Donc, j'ai été élevée par ma mère, et ma mère, vraiment, la question ne s'est jamais posée de savoir si j'étais un garçon ou une fille. La question ne m'a jamais effleurée. Voilà, c'est tout, quoi. Et dans ton parcours... Peut-être un détail. J'étais dans un lycée de filles pures. Et les professeurs, en fait, poussaient de façon non discriminatoire les meilleurs de la classe, et non pas comme dans une classe mixte où je pense, malgré tout, que les profs ont tendance à pousser les garçons plutôt que les filles. Mais bon, ça se vérifie. Ah, tu penses que le fait que les classes n'étaient pas mixtes, quelque part, t'ont aidé? Et dans la suite de ton parcours universitaire, tu le disais, tu as fait l'ENS aussi. Tu as été aussi encouragé dans cette voie, la voie des maths, la voie de l'informatique. L'informatique était naissante, rappelons-le, à ce moment-là aussi. Non, pas encore. Alors, à l'époque, premièrement, quand je vous dis que c'est 1922, c'était l'époque où l'école normale supérieure de jeunes filles n'était pas au même endroit que l'école normale supérieure de garçons, rue d'Ulm et boulevard Lourdan. Donc, moi, j'étais avec des filles, avec des profs femmes, et ces femmes-là, quand je leur ai dit, moi, je veux pas faire des maths, je veux faire de l'informatique, ils m'ont dit, hors de question, c'est les maths. Donc, j'ai fait des maths et de l'informatique en même temps. Une maîtrise de maths d'un côté, et une maîtrise d'informatique de l'autre. Parce qu'il était hors de question de faire des trucs aussi sales que de l'informatique. Mais tu t'es accroché quand même. Moi, je leur ai dit pouette, quoi. J'ai fait ce que je voulais faire. Je leur ai dit pouette. Ça, on garde, on mettra sur les réseaux sociaux. Et justement, toute ta carrière t'a conduite également à participer, donc Mick le rappelait tout à l'heure en introduction, à l'AI High Level Experts Group, la Commission européenne. Ça fait chic. Ça fait chic. C'est un peu long à dire quand même sur une carte de visite, mais ça fait Ashleg. Et rappelons simplement que ce groupe d'experts a travaillé sur le document qui a servi de base à l'AI Act. Comment ça se déroule, les échanges, quand on bosse sur un sujet comme celui-là, entre collègues, entre experts? Et est-ce que vous n'êtes que entre experts, Françoise? Alors, d'abord, la première chose, c'est que c'était un piège, ce truc-là. Moi, les gens de la commission m'ont contacté, j'étais encore en Chine à l'époque, et ils m'ont dit, parce que je suis partie en Chine à un moment, ils m'ont dit, candidate, là, il va y avoir ce truc-là, il faut que tu candidates. Bon, j'ai déposé un dossier. Et je savais pas ce qu'on allait y faire. Ils m'ont dit de candidater, j'ai candidaté, j'étais une bonne petite. Et puis, quand je suis revenue de Chine, donc, il y a eu le lancement de ce truc, on s'est retrouvés à Bruxelles, et là, on a appris qu'on allait travailler sur ce sujet-là. Je ne pourrais pas candidater sinon, parce que... tu ne savais pas à la base, d'accord. Non.
Le sujet étant globalement comment promouvoir une IA de confiance, une IA dite éthique à l'échelle européenne et mondiale, hein, rappelons-le. Ouais, ce truc-là, c'est pas venu si facilement. On a pas mal discuté au début. C'était de l'IA, évidemment, sinon j'aurais pas candidaté, faut pas rigoler, je connais rien d'autre, donc voilà. Puisque j'ai refusé de faire une thèse en théorie des nombres, alors voyez-vous, j'étais un peu bête, quoi. Il faut choisir ses combats dans la vie. Mais les hypothèques, là, on peut encore en causer, si vous voulez. Donc, on a eu la première session, il y a eu une très très grande discussion sur sur quoi on allait travailler, quels étaient les sujets, etc. Le truc, il y avait Noza Boujema comme vice-présidente, et Noza avait des idées derrière la tête. Et c'est elle qui a poussé vraiment cet agenda de IA digne de confiance. Et je dis bien trustworthy AI. Et je dis bien ça, et pas IA éthique. C'est-à-dire pendant très longtemps ce jour-là. Alors, on parlera après de comment ça se passe, mais pendant très longtemps, on a discuté sur les mots à choisir, et on a dit le sujet n'est pas l'IA éthique. Et moi, je dis encore aujourd'hui, excusez-moi, je m'en tape de l'éthique. Ce que je veux, c'est que les gens aient confiance dans l'IA, c'est-à-dire une IA qui soit digne de confiance. Les gens utilisent des produits qui incorporent de l'IA, et il faut que les gens puissent avoir confiance dans ce machin-là. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Un des trucs, oui. Je peux juste rebondir parce que je pense qu'il y a un élément important, enfin, dans tout ce que tu dis, il y a des éléments importants, mais au fait, tu fais une distinction entre confiance et éthique. Quel est le distinguo que tu fais entre les deux pour toi ? Pour moi, trustworthy, c'est plein de choses. C'est des éléments d'éthique, en effet, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, la non-discrimination, des pauvres femmes tellement vulnérables, enfin, ce genre de trucs, quoi. J'ai exposé une fois au Weschleg, ils ont parlé des femmes vulnérables, j'ai tapé sur la table, tout le monde a sauté en l'air. Vulnérables, je suis désolée, les enfants. Bon, l'éthique, c'est... Non, mais elles sont souvent plus victimes de discrimination. On avait eu un épisode passionnant avec Mathilde qui nous l'avait bien expliqué. Mais c'est pas la question de la vulnérabilité, on est bien d'accord. C'est pas la question. Ouais. Et donc, il y a tous ces aspects, effectivement, d'éthique, mais il y a d'autres aspects. Par exemple, l'IA de confiance, je prends souvent cet exemple parce qu'il est très clair. Tu viens d'avoir un nouveau bébé. Super. Tu veux lui acheter un petit nounours. Génial. Tu vas chez le marchand et tu veux un nounours, tu cherches un nounours. Ce que tu veux absolument pas, c'est que ton gamin bouffe les oreilles du nounours et s'étrangle, bouffe les yeux du nounours et s'étrangle, etc. Donc, tu veux un nounours safe. Pour ça, eh bien, tu vas regarder et tu vas voir que certains nounours ont des petites étiquettes CE. Ça veut dire que le nounours, il est passé par toute une batterie de tests et de machins qui dit au consommateur, tu peux y aller, les yeux fermés, ton gosse, là, il est bon. C'est ça l'idée qu'on avait. C'est-à-dire que ça, on voit bien que c'est autre chose que l'éthique. Ah oui, parce que le nounours éthique, ça serait un nounours qui répondrait aux mêmes exigences sans avoir été fabriqué par des petits gamins en Asie, par exemple. Ça serait exemple, plus ça, ce serait l'éthique, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ça. Et donc, toute la discussion qu'on a eue la première fois, on va dire, à Bruxelles, ça a été là-dessus. Alors maintenant, si je reviens à la question que vous m'avez posée, comment ça se passe dans les coulisses, pas dans les coulisses. Voilà, ça nous intéresse beaucoup. Oh là là, c'est génial. C'est une énorme salle qui fait 3 km de long. Ok, on était 52 experts pour tout dire. Hein. Donc il y avait 52 experts. Place, le président, le vice-président, la nana qui assurait le secrétariat, place, quoi d'autre? Plus tout un tas de représentants de la DG Connect. Bref, il y avait quoi? Il y avait 70 personnes dans la salle. Quand on voyait un peu le bousin. Beaucoup d'officiels, quoi. Il y avait plein de gens. Surtout les premières réunions après, ça les a fatigués, les pauvres chéris. Nous, par contre, on était encore de corvée. Bon, donc il y a tout ça. Et puis, il y a ensuite des prises de parole. Donc, ils ont préparé quelque chose, ils nous montrent des images, enfin des petits films, enfin des slides, quoi. Ils racontent des choses, puis après, on discute. Et alors là, ce qu'il faut voir, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est qu'il y a des gens, ils sont spécialistes, enfin moi j'ai l'habitude, ça se voit pas là maintenant, hein, mais j'ai l'habitude quand je prends la parole dans ce genre de truc-là, d'essayer d'être concis, précis, focusé pour que la prise de parole soit limitée dans le temps. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Et bla, une demi-heure après, tout est là, tu dis qu'est-ce qu'il a dit ? C'est comme entre nous trois au micro de Trench Tech. C'est ça. Voilà. C'est qui prend plus la parole. Et ben voilà. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé ça absolument odieux parce qu'il y a des spécialistes de la prise de parole bidon, c'est-à-dire que le but, c'est d'occuper l'espace. On en voit partout. Pour que les autres ne puissent pas parler. Et parmi ces gens-là, est-ce que, parce que j'essaie de t'amener à ça, mais on entend souvent
que la Commission européenne et tous ces débats et toutes ces réunions sont relativement gangrénés par le lobbying. Il y a des chiffres quand même assez éloquents. Au moment du DSA, le Digital Service Act, 75% des 271 réunions de haut vol qui étaient organisées par des officiels de haut niveau, 75% étaient tenus en présence de lobbyistes, et notamment de lobbyistes de Facebook et de Google à cette époque-là. Oui. Est-ce que tu as vécu la même chose, toi? Bien sûr, évidemment. Alors, il y a les lobbyistes évidents. Donc là, la première réunion, à ma droite, il y avait un charmant garçon de Google, et à ma gauche, il y avait une charmante dame d'IBM. Donc moi, j'ai foncé vers le commissaire à la pause, je lui ai dit c'est un scandale, blablabla. Il m'a dit c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le lobbyisme, j'ai envie de dire, voyant, celui qui se voit. Puis après, il y a un certain nombre d'organismes que je ne vais pas mentionner parce que quand même, faut savoir ce qu'on va quand même. Il y a des organismes, vous ne savez pas qu'ils sont des lobbyistes, vraiment. Parce que moi, c'est pas mon métier, moi, je parle avec les gens, quoi. Mais en fait, ces gens-là, ils sont financés par des grosses boîtes américaines. Donc c'est très formaté ce qu'ils vont raconter. Alors, non seulement c'est très formaté, mais il y a pire que ça. C'est-à-dire que moi, j'étais moi-même et l'autre, je venais là, j'apportais ma contribution, j'avais réfléchi un peu, j'avais écrit un peu, très bien, voilà. Ces gens-là, ils arrivent, ils avaient 15 personnes qui ont bossé pour leur préparer leur copie, d'accord? Donc, bien sûr. Boum, 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 ils en lâchent, hein. Et c'est des trucs, vous êtes absolument pas d'accord avec, vous essayez de le bloquer, mais il y a 15 mecs derrière qui bossent en permanence. Bah oui. C'est ça le lobbyisme. Le lobbyisme, c'est... ils essayent de pousser des agendas. Il y a beaucoup de gens qui essayent... Moi, j'allais vraiment pas, j'avais pas d'agenda à pousser particulier. La plupart des gens, ils vont pour pousser un certain agenda. Et certains, enfin les plus organisés, ils ont en fait une armada de gens qui travaillent derrière eux. Par exemple, je rappelle qu'en 2022, pardon, juste pour abonder dans ton sens, en 2022, c'est 113 millions d'euros dépensés en lobbying auprès de la Commission européenne, et avec en numéro 1 Meta et en numéro 2 Apple. C'est un rapport, parce qu'on a bien cité nos sources, c'est un rapport du Centre de recherche Corporate Europe Observatory et de l'ONG Lobby Control. Rapport, voilà. Donc ça c'est extrêmement prenant. Et ça alors, à part le fait que ces gens-là poussent leur agenda avec de la force de frappe que vous n'avez pas, ça a aussi pour conséquence que sur certains thèmes, c'est quasiment impossible de faire passer ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, parce qu'on travaillait sur le document Trustworthy AI, mais aussi sur des recommandations pour les investissements de la Commission en matière d'IA, sur lequel j'avais pas mal travaillé. Et moi, j'avais poussé dans ces recommandations-là le fait que c'était important qu'il y ait des solutions souveraines en Europe, qu'il y ait des solutions souveraines en termes de software, des solutions souveraines aussi en termes de calcul. Ce mot-là, souveraine, franchement, on a passé l'après-midi là-dessus, sur un mot. À 70. J'ose même pas imaginer le coût du débat sur le mot. On n'est pas resté à 70. Petit à petit, les gens s'en allaient. Ah bah oui. Et après, dans la salle qu'il y avait moi, Google et IBM. Yes. Et mon train, il partait. Vous avez fini la réunion à 3 avec deux de tes meilleurs potes. Avec le président et le vice-président qui on pourrait écrire plutôt comme si non, moi je veux le mot souverain. Ah oui, mais on peut aussi dire que non, moi je veux le mot souverain. Donc je me suis battue sur le mot souverain. Le mot souverain. Alors, au final, Françoise, quand on fait la somme de toutes ces influences, etc., et si on prend un peu de recul, le texte sur lequel vous avez travaillé au sein du HLEG, donc son petit nom, ce groupe de travail sur la Trustworthy AI, peu à peu a donné lieu ensuite à l'AI Act, qui a bénéficié là d'un accord et dont les premières mesures vont rentrer en application en 2024. Quel est le regard finalement que tu jettes très rapidement, parce que l'heure tourne, sur ce texte final de l'AI Act? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette réglementation? Est-ce qu'elle te semble bonne? Premièrement, il faut une régulation. D'une façon ou d'une autre, il faut une réglementation, c'est-à-dire que l'IA, c'est génial, ça peut faire tout. Jusqu'ici, pas le café, mais bon. Ça peut faire tout. Ça peut apporter énormément de bénéfices à plein de gens, mais il y a aussi plein de risques. Donc, c'est important qu'on régule pour éviter les risques. C'est comme le nounours. C'est génial, un nounours avec des petites oreilles, mais si le bébé avale pas les oreilles, c'est quand même beaucoup mieux. Donc déjà, elle a le mérite d'exister et c'est bien qu'elle existe, cette réglementation. Tu as une phrase pour ça d'ailleurs qui dit la loi est mauvaise, il faut une loi. Absolument. Tu nous avais dit ça. Tout à fait. C'est mon point de vue. Il faut une loi absolument, et j'ai envie de dire, il faut une loi, et non pas comme a fait la Maison Blanche,
qui a pondu un texte sur l'IA comme un code de conduite volontaire. Meta et tous ses petits camarades, ils vont avoir un code de conduite. Ou Elon Musk, pour prendre des exemples sympathiques. Ils vont décider de se conduire très très bien, ces gens-là. Non, il faut une règle, il faut une loi, il faut quelque chose qui soit, contraignant. Et si tu respectes pas, amende, boum. Et grosse amende si possible, très bien. Donc il faut une loi. Est-ce que la loi est bonne? Alors, le premier texte de la Commission européenne avait été écrit essentiellement par des juristes. C'était mauvais, quoi. Ils n'avaient aucune idée comment l'IA fonctionne, qu'ils ont écrit des trucs. Donc on a vu ça l'année dernière. Trop éloigné de la réalité de la pratique, quoi. Ah voilà, complètement. Il disait, un exemple complètement trivial, on sait tous que un modèle d'intelligence artificielle, on l'entraîne, on le met en prod, et puis on le réentraîne. Alors il y en a certains, ils le rentraînent toutes les nuits. Bon, d'autres tous les mois, ça dépend des gens. Mais on va le réentraîner, eux, dans leur truc, dès que tu réentraînes, crac, tu repasses par toute la mécanique. Faut pas rêver. Donc, le truc, il est jamais en prod, il est tout le temps en train de se faire valider. Donc au départ, c'était plutôt mal barré avec les juristes, finalement. Mais c'était des gens, on a rencontré certains, des gens qui, en fait, voulaient avoir du feedback. Et donc, il y a eu une première étape de feedback, si vous vous souvenez bien, AI Act publié en avril 2021. On avait jusqu'à août 2021 pour produire des remarques. Merci, ça a bien pourri le mois d'août. Oui, d'accord. Okay. Donc chacun, il y a eu plein de remarques de tout le monde, vraiment. Moi, j'ai des clients qui font ça avec des appels d'offres des fois, mais bon. Voilà. C'est autre chose. La commission est un spécialiste. Donc il y a eu des remarques et le texte a été amendé, pas assez. Il y avait encore plein de machins qui n'en allaient pas, mais bon. Ensuite, c'est l'horreur de la démocratie. C'est-à-dire que ce texte-là est parti au Parlement et au Conseil de l'Europe. Et là, il y a eu tout un tas d'amendements, des milliers, paraît-il, des milliers d'amendements, et les milliers d'amendements ont été proposés par des politiciens. Si les juristes comprennent rien à l'IA, je peux vous dire que les politiciens... Donc, il y a eu des milliers d'amendements, des discussions à n'en plus finir, des trucs qui ont permis de rectifier certaines erreurs du texte initial et des trucs encore pires que ce qu'il y avait au début. Donc, si tu disais, je crois que c'est Thibaut qui disait ça, il faut une loi, mais là, cette loi-là est mauvaise. Oui, la loi, voilà. Mais soyons calmes, ça sera amendé. Tout le monde est d'accord que ce texte-là, il n'est pas définitif. Il faut une loi. Et moi, je suis très contente qu'il y ait une loi. Donc, effectivement, il faut commencer par quelque part et donc il faut commencer par écrire une loi et après on amende, on progresse. C'était un peu à l'image du RGPD qui, effectivement, dans sa forme initiale était très perfectible et on voit qu'au fur et à mesure du temps, il se perfectionnise. Tu fais de la politique, toi, très perfectible. C'est ça. Sa carrière est toute tracée. Exactement. Donc, on va rester un petit peu, si tu le permets, sur ces débats de réglementation. Et puis, on va revenir avec notre chronique Débat en technocratie qui va revenir sur le pacte numérique mondial. Débat en technocratie. Alors, Virginie, peux-tu nous dire ce qu'est le pacte numérique mondial? Oui, le pacte numérique mondial est un texte international qui est en cours de préparation, qui devrait être présenté au sommet pour le futur en septembre 2024 à New York et sous l'égide des Nations Unies. Il a pour but de définir des principes, des objectifs, des actions visant à promouvoir un avenir numérique ouvert, libre et sûr. Le texte vise également à avoir un avenir numérique centré sur l'humain, ancré dans les droits humains et tourné vers les objectifs du développement durable ou, si tu préfères, la durabilité. D'accord, oui, mais ouvert, libre, l'Internet l'est déjà, non? Pas nécessairement. Dans les pays du Sud, il reste des problèmes d'accessibilité, majoritairement liés aux infrastructures. Tu as les coupures d'Internet, l'altération de la bande passante qui sont de plus en plus fréquentes, notamment lors des crises politiques, lors des manifestations, lors des conflits. C'est notamment le cas en Europe de l'Est, mais tu as aussi le Sud-Caucase. Et la tendance est assez générale, elle n'est pas propre à ces pays-là. Un autre point clé que le texte approche est ce que l'on dit souvent, l'approche humaine ou human par design, droit de l'homme par design. Ça répond aux atteintes en ligne que sont les violences, l'incitation à la haine, les discriminations, la mésinformation, la surveillance de masse et le vol des données. Contrairement aux apparences et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas encore d'acquis qui aille de soi à l'heure de l'intelligence artificielle puisque tout l'écosystème est en train de se construire. Et c'est pour ça qu'il est important de protéger et garantir les droits humains efficacement. Mais si on revient sur la notion de durabilité, plus il y a de numérique, moins il y a de papier, donc plus c'est durable, non?
Encore, pas nécessairement. C'est un peu un mythe, je dirais, et ça pourrait devenir une arlésienne. Oui, le principe, si tu veux, de l'urgence, de la durabilité sont acquis même au niveau de l'IA, que ce soit auprès des dirigeants politiques, des leaders de la tech, c'est souvent repris dans leurs discours ou dans leurs intentions au niveau de leur stratégie. Pour autant, comme on en a beaucoup parlé dans Trench Tech, je te rappelle que 120 foyers américains consomment en un an autant qu'il en a fallu pour entraîner ChatGPT-3, ce qui correspond également à la consommation carbone de 100 voitures américaines. Et je dirais que la question se pose autrement. C'est plutôt comment évaluer le coût environnemental. Est-ce qu'on prend en compte cette évaluation au niveau des États, mais également au niveau des boards et au niveau stratégique? Et qu'est-ce qu'on fait? D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui va régler ce pacte numérique mondial? Je dirais qu'il contribue à régler ces problèmes. Tu as déjà eu les recommandations éthiques de l'UNESCO, qui étaient un cadre général. Tu as différents textes régionaux, comme le EU AI Act, et tu as les recommandations du Conseil de l'Europe sur des applications particulières, comme la reconnaissance faciale. Ici, c'est une autre étape. Elle est plus globale, plus coordonnée et multipartite. Et il y a un projet qui contient des principes assez intéressants. Tu as d'abord le principe général selon lequel les droits humains s'appliquent aussi bien en ligne que hors ligne, ainsi que le principe de nécessité et de proportionnalité qui est réaffirmé, ce qui sont des constantes du droit international. Intéressant aussi, je trouve, c'est la proposition d'appliquer à l'intelligence artificielle et les technologies émergentes des principes déjà connus au niveau industriel, que sont le principe de précaution, le principe de réparation et le principe d'anticipation. Et aussi, on évoque dans certains différents groupes de travail le principe selon lequel la responsabilité de la sécurité ne doit pas incomber à l'utilisateur, et même si celui-ci a été informé qu'il converse ou qu'il utilise une IA. Pourquoi ? On rejoint ici le principe de responsabilité humaine qui avait été évoqué par les recommandations éthiques de l'UNESCO, afin que l'utilisateur n'ait pas à porter une trop grande responsabilité par rapport à des systèmes complexes qu'il ne développe pas mais qu'il utilise et des fois qui le contraignent. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci pour cette belle chronique, Virginie, qui fait bien écho à ce dont on a parlé dans la séquence précédente. Alors Françoise, le risque cyber fait partie des préoccupations prioritaires des entreprises, mais aussi des particuliers. Et avec la généralisation de systèmes d'IA dans tous les pans de nos vies, le risque se multiplie. On va certainement le voir ensemble. Ce risque présente deux visages. D'une part, d'utiliser des IA pour attaquer des systèmes traditionnels, des sites web, des sites d'information de l'entreprise ou des données personnelles parfois. Et puis d'autre part, de créer de nouvelles failles qui vont être spécifiques aux IA. Alors je te propose qu'on commence par ce second point. Quels sont les risques cyber spécifiques aux IA? Comment les IA vont finalement elles-mêmes être attaquées? L'IA, c'est facile. Il y a des données qu'on utilise pour entraîner un modèle. Si je attaquais c'est pas comme un algorithme informatique où j'écris le code et après j'ai un modèle, j'ai un programme. Ouais. On peut, en cybersécurité, attaquer un programme. En IA, c'est plus subtil. Je peux attaquer les données, ça s'appelle l'empoisonnement, ou je peux subtilement transformer le modèle et ça se rapproche plus de l'attaque classique sur de l'informatique. Donc, c'est des attaques comme ça, un peu particulières, un peu spécifiques sur l'IA, on va dire normale, prédictive. Et puis ensuite, il y a toutes les attaques sur de l'IA générative avec des injections de prompt, avec des choses très bizarres qui font qu'en fait, l'IA ne sera plus secure, ne sera plus sécurisée. Sous contrôle, ouais. Et que au lieu de faire ce qu'elle doit faire, elle va faire tout à fait autre chose. Donc ça, c'est très fondamental. On voit apparaître plein d'attaques potentielles. Est-ce qu'on sait se défendre contre ces attaques? C'est une autre histoire. Vous avez peut-être vu tous ces exemples de ce qu'on appelle les attaques adversarielles. Vous avez une image d'un sens unique. La voiture arrive, voit un sens unique. Très bien, pouf, elle roule. Si vous changez un pixel avec un petit bout de scotch, etc., la voiture va plus voir un sens unique, elle va voir un truc 70 km/h. Zam! Ah ouais, moi j'avais pas vu ça. Effectivement, ça fout les jetons, quoi. Les attaques adversariales, c'est un petit peu. Donc c'est ça qui est très particulier dans l'IA, c'est qu'on peut perturber le modèle ou les données et obtenir des comportements très différents. Le comportement, ça veut dire je passe à 70 au lieu de 1, ou bien ça peut dire je vais t'orienter vers un site où tu vas laisser tous tes sous, quoi. On a déjà des exemples concrets sur le marché d'une première attaque cyber de l'IA, soit pour changer son comportement, soit pour voler les données d'entraînement qui ont servi à l'IA, où ils sont peut-être pas encore connus, où il n'y en a pas encore eu de retentissant parce que ça reste récent. Ouais, il y a eu une expérience très rigolote. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à jouer avec ChatGPT et il lui a donné un prompt qui était poème, comme ça. Et au bout d'un moment,
Le chat GPT, il a complètement pété un plomb et il s'est mis à recracher des données qu'il avait utilisées pour son apprentissage en direct. Oui, il a même envoyé des données personnelles avec les adresses, les numéros de téléphone, avec tout ce qui s'ensuit. Donc ça commence à exister. Ça peut être aussi la prise. Enfin, on arrive à empoisonner, comme on dit, un chatbot, et le chatbot se met à raconter n'importe quoi. Non pas naturellement comme il fait d'habitude, mais n'importe quoi comme veut celui qui attaque. Et puis ensuite, toutes les attaques, on va dire, plus classiques, ce qu'on appelle la fraude au président. Je peux faire donner, Mick, je peux te faire contacter par le président d'Orange qui va t'expliquer qu'il faut dardard que tu lui verses 3 millions tout de suite, blablabla. Ça tombe bien, il les a sur son compte en banque. Et là, c'est sa tête. Ouais, t'es pas le DAF, donc dommage, mais bon, c'est sa tête, c'est sa voix, c'est ses mimiques, ses lèvres, c'est tout lui. Sauf que ça dit quelque chose qu'il n'irait jamais. Voilà. Et donc ça, c'est une façon de détourner, on va dire, l'usage d'une IA à des fins malfaisantes. Moi, ce qui me sidère quand même dans ce que tu nous racontes, Françoise, et tu nous l'avais un petit peu expliqué comme ça quand on s'était vu sur le All-Star, tu nous disais, on a déployé de l'IA et on est à poil maintenant parce qu'on n'a rien pensé sur sa sécurité. Comment on peut penser depuis des décennies l'IA et aboutir à un truc qui sort sur le marché fin 2022 avec des IA génératives, entre autres, mais on a bien vu que c'était aussi les IA prédictives qui pouvaient être empoisonnées par ailleurs, sans avoir rien pensé sur la sécurité. Bon sang, c'est pas tout à fait vrai. Bon, d'abord, je fais une différence entre l'IA générative et l'IA d'avant. L'IA d'avant, on l'a massivement déployée. Maintenant, il y a de l'IA partout, dans tout ce que vous faites. Là, sort ton téléphone et sors-moi toutes ces applications d'IA qui sont là-dedans. Bon. Tout ça, c'est déjà protégé, mais par des approches cyber classiques. Qui suffisent du coup ou pas? Alors, ils suffisent pour des attaques classiques. C'est-à-dire les gentils hackers qui essayent de piquer ton mot de passe, qui essayent, etc. Donc, c'est des choses qui se font tous les jours par des malwares, par toutes ces choses-là. Ce qui change, c'est que il commence à y avoir des attaques non plus classiques, mais spécialisées, en gros, sur l'IA. Ce que je donnais comme exemple quand je mets un sticker sur un sens unique, c'est l'IA classique qui fait la vision, qui va non plus reconnaître le sens unique, mais tout à fait autre chose. Donc, ce qui change, c'est qu'on commence à se rendre compte que les hackers, ils se rendent compte qu'il y a des attaques possibles et ils commencent à y aller, quoi. Alors, moi, je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les publications. Il y a un organisme que vous connaissez peut-être qui s'appelle NIST, l'Institut des standards aux États-Unis, qui publie des gros dossiers. Là, ils viennent de sortir un très gros dossier sur justement les attaques des modèles, à la fois IA classique ou IA générative. Il y en a pour 110 pages. Donc c'est le pavé, boum, voilà tout ce qui est possible comme attaque, et il donne aussi des moyens de se protéger contre ça. Bien. Premier doc, donc déjà on se dit, oups, s'ils écrivent ça, s'ils se sont mis à écrire ça, c'est que un sujet. C'est qu'ils en ont vu passer, quoi, avant de se mettre à gratter 110 pages. Donc, ils ont dû voir plein d'attaques et ils sont des masses, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, par ailleurs, il y a un autre document qui s'appelle, je sais plus comment... c'est celui du du NCSC, voilà, c'est tous le les National Cyber Security Center, c'est ça? C'est tous les organismes de cybersécurité de la planète, donc les Anglais, celui dont tu parles, il y a les Français, l'ANSSI, il y a les Allemands, le BSE, c'est co-signé aussi par la NSA, le FBI, etc. Enfin, il y a tous les organismes. A signé ce truc-là, et ça, c'est des guidelines pour dire aux entreprises qui fabriquent des systèmes d'IA, voilà ce que vous devez faire pour produire une IA secure. Une IA secure étant une IA qui va faire ce pourquoi elle a été faite et qui est protégée contre des attaques. Donc, encore une fois, si tous ces organismes se mettent à écrire ce truc-là, c'est qu'il y a un loup, quoi. Il y a un loup, et le loup, c'est que toutes ces IA qu'on a partout sur la planète, qu'on avait lâchées et qu'on protégeait uniquement par des techniques standards, eh ben non, il faut y aller un étage au-dessus avec des techniques plus malines. Mais ces fameuses guidelines, elles sont datées de 2023 seulement, on est tenté de dire. Et d'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, vous pouvez le retrouver, ça s'appelle Guidelines for Secure AI System Development sur le site du ncsc.gov.uk, puisque ce sont eux qui ont édité ce rapport. Et tout à fait. Thibaut.
Oui, alors je voulais savoir, parce que encore une fois, on va dire que la tech, les problèmes tech trouvent une réponse dans la tech, mais on avait reçu Elena Poincet, donc qui est la patronne de Tetris, une boîte de cyber française, qui utilise elle en revanche l'IA pour justement nous aider à nous prémunir des risques. Des risques informatiques et des risques cyber. Un grand problème, grand moyen. C'est parfois le même, c'est ça en fait. Alors, en gros, l'IA... Alors, premièrement, la cyber découvre l'IA. J'ai fait récemment une conférence invitée dans une des grosses confs cyber. Et pour la première fois, ils avaient mis l'IA comme thème de leur conférence. Et j'ai fait la conférence d'ouverture pour dire c'est quoi l'IA. La communauté cyber connaît pas. Il va y avoir bientôt la conférence FIC, qui est la grande conférence cyber. Pareil, IA au centre. Donc, la cyber commence à découvrir. L'IA pour la cyber, c'est deux choses. D'abord, il y a l'IA pour, c'est-à-dire l'IA qui va permettre de booster les techniques de défense de la cyber. Parce qu'il y a l'attaque, mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la défense quand même. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour booster les algorithmes de cyber? Alors, il y a un certain nombre de choses, mais on voit que l'IA, ça a un gros avantage par rapport aux techniques classiques. C'est que l'IA, si vous lui donnez 1 million de documents, pouf, elle l'avale. Si vous donnez 1 million de documents à l'expert cyber qui doit se les faire à la mano, c'est un peu plus dur. Donc d'abord, et puis surtout qu'on manque aussi beaucoup de personnes dans la cyber. Absolument. Donc ça nous aide il y a aussi. un problème de talent, comme on dit. Donc il y a cette première question, c'est que l'IA est capable d'avaler des données en quantité massive, ce que les algorithmes classiques de cyber ont un peu de mal à faire. Donc on a une piste d'amélioration. Et puis le deuxième sujet, c'est que ils sont lents, ces gens de la cyber, tandis que l'IA, on pousse le bouton et crac, on a le résultat. Donc c'est ce qui se passe. On leur passera le message, Françoise. Mais ils m'entendent, je suis sûre. Le problème, c'est que aujourd'hui, les attaques cyber, maintenant, c'est pas une attaque cyber, puis pouf, on atteint le résultat. C'est des rafles d'attaques, et il faut absolument que en face, la défense soit capable de se défendre en temps réel. Donc l'IA, elle a un joli boulevard là pour aider la cyber. Ça, c'est l'IA pour la cyber. Juste une question encore. Est-ce qu'on a appris des choses avec le conflit russo-ukrainien, justement, dans ces attaques cyber et comment s'en prémunir et comment est-ce qu'on fait? Est-ce que justement, nous, on a pu capitaliser sur on va dire cette grande première que l'on a aujourd'hui? Ça, je ne sais pas répondre. Ce qui me paraît clair, c'est que dans cette guerre Ukraine-Russie, pour moi, il y a deux éléments clés. Le premier élément clé, c'est que manifestement, les gros fusils, les grands missiles, c'est bien gentil, mais des armées de drones avec de l'intelligence artificielle pour les guider, c'est ça qui est en train de changer complètement les guerres telles qu'on les connaissait, d'après ce que j'en comprends. Donc ça, c'est une chose, mais c'est peut-être une IA qui est un peu différente de celle dont on parlait juste avant. Et puis... le deuxième aspect, c'est qu'il y a la guerre sur le terrain, mais il y a aussi la guerre informationnelle, c'est-à-dire les campagnes de désinformation. Comme vous le savez, il y a eu un bombardement d'un bâtiment dans lequel il y a eu 60 morts qui étaient des soldats français sur le sol ukrainien, voyez-vous. Donc ça, c'est ce que la Russie annonce. Et puis après, on convoque l'ambassadeur et blablabla, blablabla. Il n'y a jamais eu de soldats français comme ça, quoi. Oui, c'était vraiment lié à la désinformation, quoi. C'est de la désinformation massive. Donc ça, c'est celle qui est évidente, qu'on voit tous. Et il y a plein de choses qui se passent sous le radar qu'on ne voit pas. Je pense que l'IA est utilisée de plus en plus pour de la désinformation. Si vous voulez faire des vagues de malware, des vagues de communication erronée, créer massivement des faux comptes sur les sites sociaux, fastoche, hein, IA. J'ai d'ailleurs lu que tu te rappelles peut-être de l'affaire des punaises de lit qui avait occupé les médias. C'était l'IA. Et qu'il y avait, alors c'était réel, mais il y a eu une amplification extrêmement forte, a priori par une campagne russe de ce sujet pour déstabiliser la France au moment où elle va organiser les JO. Bon, je crois que c'est le moment idéal pour retrouver Laurent Guérin et son moment d'égarement. Mais pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement.
Après le gendarme à Saint-Tropez ou le gendarme et les gendarmettes, il me semble qu'un nouvel épisode de la fameuse série tenue par le célèbre Louis de Funès ne serait pas du luxe. T'as une idée pour un nouvel opus à la hauteur des précédents, Laurent ? Pas sûr. Il est des films que l'on regrette de n'avoir point vus et d'autres qu'on regrette de n'avoir point écrits. C'est afin de remédier à ce dicton que je viens d'inventer que je vais te pitcher, public chéri, ma nouvelle comédie, Le gendarme de l'Internet, avec dans le rôle principal Louis de Funès, tout du moins son hologramme. Le gendarme de l'Internet raconte comment un groupe de politiciens zélés et techniquement incompétents se mettent en ordre de bataille afin d'essayer de casser Internet et de préserver ainsi les revenus de l'industrie du loisir, un lobby puissant constitué de producteurs de cinéma, de maisons de disques et de groupes médias. L'histoire se déroule au tout début du XXIe siècle. Le peuple de France est enivré depuis peu par une invention révolutionnaire, l'Internet. Les habitudes de consommation du monde entier évoluent à une vitesse phénoménale. Toutes les habitudes, il en est pourtant une qui n'est pas très populaire au sein des plus hautes instances. C'est... La pornographie ? Non. La pédophilie ? Non plus. Les trolls ? Non. Le harcèlement en ligne ? Mais alors quoi ? Ce qui embête vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est le piratage de DVD et de CD. Parce qu'Internet permet de copier facilement des œuvres artistiques sans les payer, donc de les voler. Prenant comme prétexte la défense des droits d'auteur, le gouvernement français crée le gendarme de l'Internet et l'appelle Adopi parce que Starsky s'était déjà pris. Tel un Robin des Bois, Everything I do it for you, Adopi reçoit donc la mission de détrousser les voleurs afin de redonner aux plus riches. Ou plus exactement, la mission de faire en sorte que les nouveaux pauvres continuent de donner aux riches. Non. En fait, la mission, c'est de protéger les artistes troubadours qui se font déjà voler par les producteurs. Non, c'est pas ça non plus. Oh, c'est compliqué, ce film. Ouh, et bien avec tout ça, j'ai l'impression qu'on est plus face à Robin des Rois que Robin des Bois. À moins que ce ne soit Robin des Lois. Oui, alors, les seigneurs de l'époque créent une loi, enfin 2 lois, Adopi 1 et Adopi 2, parce que Chéri fais-moi peur s'était déjà pris, qui s'appuie sur une loi précédente d'Atsi, parce que Starsky s'était toujours pris. Loi qui punissait déjà le piratage. Alors, ça prend des années, des débats, des votes de députés qui vont pas à l'Assemblée, des millions d'euros et enfin, oh, alléluia, Adopi est là. Hein. Appliquant le dicton populaire qui vole un œuf, vole un bœuf, mais surtout qui vole un œuf se fait couper la main, Adopi sectionne la main des méchants pirates de contenu de divertissement en leur coupant leur accès à l'Internet. Et paf, dit Louis de Funès, Adopi. Pas de bras, pas de chocolat, plus d'Internet, plus de pirates. La logique est implacable. Non. Chez les ministres, on se frotte les mains, on est persuadé qu'un voleur de films privé d'Internet va acheter des DVD. Les fournisseurs d'accès à Internet, eux, font la gueule. Ils vont devoir dépenser tout leur or pour dénoncer les délits. Quant aux internautes qui s'adonnent au pire tout pire, ils se délectent du spectacle désolant proposé par des individus n'ayant pas la moindre compréhension de l'enjeu. La loi est en effet inapplicable. Elle est contournable. Elle est inadaptée aux mutations des habitudes de consommation et en plus, elle est anticonstitutionnelle. Se basant sur 2 articles de la déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel déclare en effet qu'il est contraire à la Constitution de couper Internet. En revanche, couper des têtes, mais bon, c'est une autre histoire. Comme quoi, on était au point sur Internet en 1789. Le mot de la fin pour l'association La Quadrature du Net qui écrivait à l'époque à propos de la loi Adopi qu'elle relève de la méconnaissance la plus élémentaire de l'environnement numérique et des principes de sécurité informatique. Ouch, ça pique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Laurent pour cette chronique qui nous fait toujours rire et ça fait du bien. Le grand public a découvert l'intelligence artificielle, semble-t-il, avec l'explosion des IA génératives fin 2022, quand OpenAI, dans sa grande générosité, nous a mis ChatGPT dans les mains. Depuis, les peurs et prédictions les plus folles sont relayées et amplifiées par les médias, qui en font leur chou gras. Spéculation sur l'IA générale quasi omnisciente, fantasme d'IA autonome qui agirait seul et sans contrôle humain, et même pire, des IA qui se retourneraient contre l'humain censé la contrôler. Le fameux mythe du golem remis au goût du jour. Merci. De là, les alertes d'Elon Musk qui voulait un moratoire sur le développement des IAG. Lui, pauvre chéri, qui veut nous mettre des puces dans le cerveau pour nous maintenir au niveau de l'IA. Mais j'ai la moquerie facile car même Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique, craignait en 2014, il y a 10 ans les amis, que les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas tenir le choc face à l'évolution de l'IA. Alors, puisqu'on a Françoise parmi nous, qu'en est-il et surtout vers quoi allons-nous, Françoise? Quelle est ta vision sur ces fantasmes, mais surtout sur l'évolution de l'IA dans les années à venir? Aïe, aïe, aïe.
dur. Alors, gros sujet. Gros sujet. Premièrement, les peurs. Moi, je dis, alors j'ai une position très bête, hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, premièrement. Moi, j'ai pas peur, même pas peur. Même pas peur. Tu nous avais fait le coup dans le Haut-Sar, mais j'étais mort derrière. Même pas peur. Même pas peur. On connaît, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Si vous me dites qu'on va trouver une IA générale, je dis chouette, chiche. Moi, je sais pas comment on fait, hein. Du tout. J'ai pas la moindre idée de comment on va faire une IA générale. Donc tout ce qu'il nous raconte là en ce moment, et notamment Zuckerberg encore récemment, l'IA générale, c'est du pipeau. Mais enfin, je sais pas. Ou bien alors ils savent vraiment des choses que je ne sais pas. C'est probable qu'il sache des choses que je ne sais pas, plein. L'arsenic Tatin, j'ai des doutes quand même. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec la technologie d'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Non. Peut-être d'autres technologies qui vont émerger, mais c'est pas avec l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir cette intelligence artificielle générale. L'IA telle qu'on la connaît, on voit bien qu'elle est déjà bien meilleure que nous sur plein de trucs. De la même façon qu'une bête calculatrice ou mon Excel de base, ça calcule bien mieux que moi, évidemment. Donc, l'IA, elle est meilleure pour reconnaître la parole, elle est meilleure pour... Hier, j'étais dans un projet où il y a un médecin qui fait des radiologies. Radiologue. Il fait son compte-rendu, là. Vous n'y comprenez pas un mot. Bah, vous collez une IA, elle vous déchiffre tout ça et bonsaï, quoi. Il paraît qu'elle serait même plus performante que nous, pardon de te couper, sur la détection des émotions. Tu confirmes ça ? Sur la détection des émotions, ça, je ne sais pas. J'aurais des doutes sur la définition de ce qu'on appelle des émotions. Ok, excuse-moi. Donc, fin de la parenthèse. Sur la parole, sur l'image, sur tout ce qui est perception, c'est incontestable. Sur la génération de texte, comme on a vu quand même, il n'est pas mauvais, ChatGPT. Hein. Lui, au moins, il ne fait pas de faute d'orthographe. Il parle en français. Enfin bon, bref. Donc, le problème n'est pas là. L'IA est déjà bien meilleure que nous sur plein de choses. Mais l'IA n'est pas bien meilleure que nous sur tout. Et c'est ça le truc. C'est que nous, on sait tout. Moi, je sais faire la tarte tatin et je sais aussi ce que c'est que l'IA. Oui. On n'a pas un seul programme IA qui sache, c'est ce qu'on appelle du transfer learning, qui sache apprendre sur un domaine et qui, du coup, se mette à savoir tout sur le reste. Non. C'est important de le préciser pour les personnes qui nous écoutent. L'IA générale, c'est ça, c'est une IA qui sait tout sur tout. C'est pas une IA spécialisée. Voilà. Omniscient. Ouais. Voilà, donc on n'en est pas du tout là. Alors, est-ce qu'il y a une technologie qui permettrait de faire ça déjà ? J'ai comme un doute. Si vous regardez ChatGPT, c'est basé sur une révolution qui date de 2017, le fameux article qui s'appelait « Attention is all you need ». Très bien, 2017, Google sort un article « Attention is all you need ». À partir de ça, les transformers ont explosé, les modèles de langage, etc., etc. 5 ans, 2017 à 2022. Les transformers, moi j'en ai entendu parler d'ailleurs par Yann Lequin qui était venu au Web Francia, qui avait fait une présentation, qui nous avait parlé des transformers. C'était quoi, janvier 2019 ? Plus d'un an, quoi. Donc, s'il y avait une technologie qui permettait l'IA générale, si elle a été inventée il y a moins d'un an, ok, on n'en a pas encore entendu parler, mais on n'entend rien de ça. Ouais. Je n'y crois pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres grands mythes comme ça, d'autres grands fantasmes qu'on peut retrouver dans les médias et qu'il serait bon de remettre à leur place aujourd'hui ? Par exemple, arrêtons la recherche sur l'IA. Monsieur Musk, qui se fend d'une lettre géniale avec ses copains, pour dire on arrête tout. Pendant ce temps-là, Monsieur Musk crée une structure spéciale et commence à embaucher massivement des gens pour... Alors, stop, quoi. On ne peut pas mettre un bouton, il n'y a pas un petit bouton, là, rouge. Clique, ça arrête. Non, on arrête tout. Non, ça ne peut pas. C'est impossible d'arrêter. Enfin, c'est impossible d'arrêter la recherche, quoi. Faut pas rêver. D'où l'importance, et on reboucle avec ce qu'on disait au début. D'où l'importance de réguler. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut le réguler. Donc là, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Les mythes comme ça, ou bien alors le mythe de l'IA va me tuer. Mais comment faire ? Comment l'IA qui se retournerait contre son créateur et qui... La pauvre IA, c'est un programme informatique. Comment elle va faire ? Oui, mais si elle est utilisée dans un cadre militaire. Il y avait une histoire comme ça, d'ailleurs, qui s'était révélée être une fake news. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a une IA, potentiellement, qu'on pourrait mettre dans des autonomous lethal weapons, dans le texte, d'accord ? C'est-à-dire des armes qui sont pilotés par de l'IA, et l'IA en question est autonome. Je prends un drone, habituellement un drone, je lui donne un programme d'IA, je lui donne une cible, et il va
pour remplir sa mission. Maintenant, tu vas aller bombarder le bâtiment machin à tel endroit. Maintenant, autre mission, démerde-toi et va me tuer Mick. Allez, zam. Ça... pourquoi moi? C'est autre chose. On en a encore besoin. Ça veut dire une IA dans laquelle on donne un objectif extrêmement global et on lui dit démerde-toi pour trouver la manière d'exécuter ça. Ça, les autonomous, c'est le mot important, autonomous lethal weapon, interdit par la Commission européenne. Niet, on ne le fait pas. J'ai une autre question dans les mythes, sans citer, mais certains disent que, notamment, les droits d'auteur vont freiner les avancements de l'IA. Tu veux pas donner le nom? C'est bizarre. Alors, ça, c'est une grosse bataille. Mais alors là, on va aller très très loin, les enfants. On a combien d'heures, là, encore? Donc, on est une petite dizaine de minutes. Et on a encore plein d'autres questions. Là, je peux parler beaucoup plus vite si vous voulez. Comment est-ce qu'il faut que je parle? Non, continue. Je prends ChatGPT qui a avalé tout le web, il a tout aspiré, boum, il s'entraîne et banzai. Dans ce qu'il a aspiré, évidemment, il y a plein de documents protégés par le droit d'auteur, voire par du copyright, voire qui contient des informations personnelles qu'on n'a pas le droit de divulguer, etc., etc. Je m'en fous, j'y vais, c'est le Far West. Je tire d'abord, après vous courez derrière pour essayer de m'arrêter. Très bien. Il se trouve que, bien entendu, il y a tout un tas de procès qui sont maintenant lancés aux États-Unis par des gens qui détenaient les droits d'auteur, les copyrights et tout ce que vous voudrez, qui disent, mais enfin, vous rigolez, les mecs, là, vous m'avez pillé, vous m'avez volé mes données. Niet. Notamment le New York Times, hein, c'est eux qui font figure de proue. Il y en a d'autres, il y en a plein. Le dernier, mais il y en a plein. Le New York Times. C'était avant le New York. C'est la figure de proue. Il y en a eu avant. Il y en a eu plein avant, oui. Donc la question du copyright, c'est un des sujets sur lesquels on travaille au GEPI, où j'ai le bonheur de travailler, où on essaye le Global Partnership on AI. Tu vois, c'est pas mal hein, par rapport à... c'est classe. C'est pas mal non plus. Donc là, en fait, on se pose la question de ces histoires de copyright. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour protéger les données? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quoi? Première question. Si pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour protéger? Et deuxième question, ce qui est produit par l'IA générative, quels sont les droits de copyright? Par exemple, il y a eu des jugements aux États-Unis qui ont dit on ne peut pas donner un brevet à une IA. Un lien. Une IA, ça n'est pas un inventeur. Donc, on n'a pas le droit de la data, justement. Oui. Et alors, justement, on parle des copyrights avec des datas qui sont utilisées et pour lesquelles on n'a pas les droits. Il y a une autre question qui se pose sur l'avenir de l'IA, c'est qu'on entend dire qu'on aurait déjà donné à manger toute la data disponible aux IA. Donc, est-ce qu'on a atteint un niveau de plateau? Et à ce moment-là, quel est l'avenir de l'IA si elle ne peut plus se nourrir en data? Alors, d'abord, l'avenir de l'IA, je ne vais pas répondre à ça, mais je vais dire quel est l'avenir des technologies existantes de l'IA qui ont servi à fabriquer les LLM, donc le transformer et tous ces machins-là. Il y a tout un tas d'articles qui démontrent ça très bien. Il y a en gros une relation qui existe entre la taille du modèle, c'est-à-dire les paramètres que je vais apprendre dans le modèle, typiquement 175 milliards de paramètres dans le cas de GPT 3.5. GPT 3.5, tout à fait. Ouais. Donc ce nombre-là, appelons-le N, le nombre de points de données, donc combien je vais devoir voler de données sur le web, et le temps de calcul. Tout ça, c'est lié. Ce qui fait que si je vous donne un certain budget d'apprentissage, donc quelle est la partie de la planète que vous allez pouvoir griller, on va dire comme ça, il y a une relation entre la taille du modèle et les données pour obtenir une certaine performance. La taille compte, quoi. Plus vous avez de données, mieux ça vaut. Très bien. Donc, ils ont commencé à avaler tout le web. Mais le web, il y a une limite. Vous montez, vous augmentez, vous prenez tout. À la fin, il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus de données sur le web. Donc, on sait déjà que cette courbe de croissance folle des modèles qui va concomitamment avec la croissance des volumes de données utilisés, on va dans le mur. Ça s'appelle un mur. Il est horizontal, mais c'est un mur quand même. Donc, il va falloir trouver de nouvelles manières de faire progresser l'IA, plus seulement par le nombre de données qui est pris en compte. Absolument. Il faut faire autrement. Et il y a une façon triviale de faire que tous ces gens-là ne peuvent pas utiliser,
c'est d'aller taper dans les coffres-forts des entreprises, parce que les entreprises, dans les coffres-forts, il y en a plein des données. Donc, l'avenir pour la croissance des performances, elle est, d'aller fabriquer des systèmes qui vont être plus pointus avec des données des entreprises, et c'est les entreprises elles-mêmes qui vont le faire, parce qu'elles ne vont pas donner leurs données, c'est ça. Oui. C'est clair? Et puis, deuxièmement, essayer de trouver des technologies ou des algorithmiques qui vont utiliser moins de données. Donc, plus petit, moins de données. Moi, j'avais fait un article où j'avais écrit « Small is beautiful ». C'est exactement ça qu'il faut. Ouais, autour de l'IA frugale. Alors justement, on a une question de notre précédent invité, Nicolas Hernandez, qui était un expert du cyber, du dark web et en particulier de l'approche qu'on appelle l'OSINT, qui est cette capacité à aller explorer du coup le dark web. Je te pose sa question parce que tu vas voir qu'elle est passionnante. Bonjour Françoise, j'aimerais savoir si vous pensez qu'on aura de nouvelles technologies d'IA, mais de vraies nouvelles technologies dans les années qui viennent. Quelles sont les prochaines ruptures? Alors, j'ai une boule de cristal là sur mon bureau. Eh ben, c'est bien pour ça qu'on t'a fait venir. Hein. La boule de cristal dit « Je pense qu'il va y avoir des nouvelles technologies, voyez-vous ?» Mais ne me demandez pas lesquelles. Non, soyons clairs. Sur les technologies existantes déjà, je crois que c'est tous les 6 mois. Avec optimisation d'algorithmes existants, on fait déjà 2 fois plus vite tous les 6 mois, à performance égale. Donc, déjà, en Amérique... 2 fois plus vite que la loi de Moore. Ouais, c'est mieux que la loi de Moore. Ouais. Bah, 2 fois plus vite. Donc, on voit qu'on arrive à optimiser l'algorithmie existante pour obtenir, toujours le small is beautiful étant la cible, hein, on arrive à optimiser les algorithmes existants. Maintenant, est-ce qu'il y aura des nouveaux algorithmes? Bah oui, enfin, c'est évident, c'est la recherche. La recherche, il sort des choses. Il n'en sort pas tant que ça, parce que moi qui suis une vieille dame, n'est-ce pas, comme vous le disiez si bien, qui date... On l'a pas dit. Nous, on l'a pas dit comme ça. C'est Mick qui l'a fait. Qui date du... Moi, je trouve qu'entre 1991-92, où on avait en gros tous ces trucs-là, le DeepL, le convolutional, hein, qui s'appelait pas comme ça, mais c'était ces algorithmes-là, et 2017, donc, il s'est pas passé grand-chose en termes de grosses révolutions. Ah oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Donc, ça a mis presque 30 ans qu'ils sortent vraiment un nouveau truc. Maintenant, c'était l'hiver, et donc il y avait relativement peu de chercheurs qui travaillaient. Maintenant, c'est l'été, et il y a des milliers de chercheurs dans le domaine, donc ce ne sera pas 30 ans, ce sera peut-être 10. Sur ces sujets-là, puisque au final, c'est l'angle à travers lequel on approche un problème qui peut être différenciant dans ce domaine-là. Tu as travaillé plusieurs années dans un labo de recherche en IA en Chine, et on serait assez intéressé de savoir quelles sont les différences majeures dans l'approche de l'IA par rapport à l'Occident, la Chine par rapport à l'Occident. Ça dépend à qui tu demandes ça. Si tu demandes à toi. Bon, mais moi je dis, si je demande à un scientifique, à un professeur qui fait de la recherche, ou à des étudiants qui font de la recherche, il n'y a pas de différence. La science, c'est la science, voilà. Si tu demandes au représentant en chef du Parti communiste, qui est il y a 2 directeurs toujours dans tous les labos universitaires. Hein. Il y a un directeur comme chez nous, puis il y a un directeur Parti communiste. Comme chez eux. Alors là, c'est plus du tout pareil, hein. C'est-à-dire que l'IA, ça ne doit pas nuire au Parti communiste. Principe numéro 1. D'accord. C'est tout. Sinon, la science est la science. Les gens, ils sont pareils en Chine. Enfin, ils sont pareils. Non. Comme quoi, ils sont réglementaires by design là-bas. Oui, j'avais beaucoup discuté avec un Chinois il y a quelques années sur l'éthique, justement. Et il m'expliquait que chez eux, il y avait une protection absolue des données. Il était impossible que les données fuitent. Qu'il y avait un tiers de confiance qui était entièrement responsable de ces données. Ça s'appelle l'État chinois. Est-ce que tu penses, du coup, que la Chine va avoir les moyens de son ambition? Elle a très souvent fait des annonces en disant qu'ils voulaient devenir les leaders de l'IA. Est-ce que tu les sens en ordre de bataille comme ça? Et pour l'avoir vécu de l'intérieur dans ce laboratoire, est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est plausible comme scénario? C'est déjà le cas, je voudrais pas dire, mais les Chinois sont déjà meilleurs que les Français. Ah ouais? Bah, évidemment. En quoi on le ressent pas du tout dans le grand public. Les outils qu'on utilise, c'est les ChatGPT et autres, sont tous américains. Parce que tu regarde les publications scientifiques, numéro 1. Le nombre de publications scientifiques, on les pilait, mais depuis très longtemps, ça va de soi. Ils sont, enfin voilà. Et puis, par ailleurs, si tu veux, moi, quand j'étais en Chine, je n'utilisais jamais Google. J'utilisais Baidu.
C'était un moteur de recherche, merci, ça marche très bien. Pourquoi? Quel est le problème? J'utilisais jamais Amazon. J'utilisais JD.com. Ça marchait. Bon, il y a une ignorance totale en Europe, aux États-Unis aussi, de ce qui se passe vraiment en Chine. Oui, mais ça s'exporte pas en fait pour l'instant. Bah non. Non. Devenir leader, c'est savoir rayonner sur le monde entier, tu vois. Et ce rayonnement, on ne le voit pas pour l'instant. Non, effectivement, non, ils ne rayonnent pas. Ils ont juste 1,4 milliard d'utilisateurs. Merci. Ouais, donc ils n'ont pas besoin de rayonner. C'est un marché suffisamment grand pour le moment, même si on connaît aussi leur capacité avec le soft power à infuser un petit peu partout. Une dernière question, Françoise, je m'en voudrais vraiment de ne pas te la poser, puisqu'on parle là de recherche scientifique depuis tout à l'heure, et vu ton parcours académique, si j'ose dire, et quand on parle d'avenir de l'IA, j'aimerais te poser la question de la recherche. De la recherche fondamentale ou de la recherche en France et de la recherche académique, puisque manifestement ce sont quand même les très grosses entreprises qui drivent l'essentiel de la recherche sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu en penses? Où on en est véritablement? Et est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ou est-ce que tout va bien? Ça dépend ça dépend de chacun. Moi, je trouve extrêmement... quand je faisais de la recherche dans les années 90, j'étais à l'université française, je pouvais faire de la recherche sur ces sujets-là. Personne dans les entreprises s'y intéressait. Il faut bien dire qu'en France, la situation des universités est catastrophique. Le niveau de il y a des universités qui sont essentiellement en situation de cessation de paiement, quoi, qui n'ont plus les moyens de faire de la recherche, qui n'ont plus les moyens de vivre. Changer le papier chiotte dans les toilettes, quoi. Enfin, voilà. Ouais. À partir du moment où on n'investit pas suffisamment dans les universités, et je ne parle pas des grandes écoles qui, elles, ont un niveau de financement un peu plus raisonnable, les universités n'ont absolument plus les moyens. Moi, ça, je l'ai déjà vécu au début à l'université, parce que tout simplement, on n'avait pas les moyens d'avoir des données. J'ai eu des thésards qui travaillaient dans des entreprises parce que là, ils avaient accès aux données. Donc, quand on regarde l'état de ce qui se passe aujourd'hui, il y a premièrement le sujet du financement, et c'est pas 1 à 10, c'est 1 à quoi? À 1000? À 10 000? Ouais. Bon, d'accord. Vous quittez l'université comme professeur de fac, vous passez dans le privé, votre salaire, il est multiplié par combien, à votre avis? D'accord? Donc, ça pose quand même problème. Il y a des labos entiers français en IA, dans le machine learning, si vous voulez, qui ont été décimés par Meta, Google et tous ces gens-là. C'est un scandale d'avoir laissé des laboratoires de ces grandes entreprises s'installer et piller les universités comme ça. Bon, moi, je pense que c'est un scandale. Manifestement, le gouvernement ne pense pas la même chose que moi. C'est vrai que le son de cloche qu'on a de la part en général des politiques qu'on reçoit, c'est oui, mais ces grandes entreprises qui se sont installées en France ont permis derrière de créer des startups parce que les mecs qui sont allés bosser chez eux ont ensuite créé des startups. Génial, mais du coup, on peut plus enseigner aux étudiants français. C'est un petit peu dommage quand même. Parce que quand vous avez plus de profs pour étudier, donc moi je trouve qu'aujourd'hui le problème est comme en 90, le problème de l'accès aux données, qui est devenu encore plus critique aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de lézard. Si vous voulez scraper toutes les données qui sont sur le web, il faut des sacrés moyens, et je connais pas une université française qui soit capable de le faire. Faut pas rêver. Donc, il y a ce problème des données. Il y a le deuxième, le problème des financements. Et puis, le troisième, c'est, comme on dit, le problème des talents. Et aujourd'hui, regardez la publication GPT-4 d'OpenAI, juste pour rigoler. Il y a 400 auteurs. 400 mecs qui ont été là. Donc, ça veut dire que quelle est l'université française est capable d'aligner 400 data scientists de pointe? Zéro, il n'y en a pas. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un problème. C'est-à-dire le fait qu'on ait abandonné la recherche à ces entreprises-là, c'est triste. Écoute, Françoise, merci beaucoup. Je pense que c'est bien de conclure sur cette alerte et cette forme de cri du cœur que tu nous donnes pour conclure cet épisode. Merci beaucoup à toi pour ce passionnant échange. On n'a pas vu passer la grosseur qui vient de s'écouler. On aurait bien poursuivi encore. Un grand merci, Françoise. Merci beaucoup, très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien les amis, si on m'avait dit qu'un jour on enregistrerait un épisode qui parlerait d'abord des Aztèques pour finir sur l'IA, moi j'aurais signé tout de suite dès demain. Tu m'étonnes. Mais ils étaient précurseurs les Aztèques dans les calendriers lunaires quand même. Il y avait quelque chose comme ça effectivement. C'est pas faux. C'était un entretien
passionnant. Alors moi, franchement, je trouve ça génial. Moi, il y a un truc que j'adore dans nos épisodes, ça le fait pas à chaque fois, mais là, ça a très bien marché. C'est quand même la rencontre avec une personne. On découvre une personnalité. Alors moi, j'avais la chance de la connaître, de la côtoyer, mais quand même, on partage quelque chose de très humain dans ces épisodes et c'est assez passionnant. Ah, c'est sûr qu'avec Françoise, c'était pas l'hiver de l'IA, mais tout le monde est rhabillé pour l'hiver. Hein. Les juristes, les politiciens et tout y compte. C'était les vêtements de l'IA. Ah non, c'est sûr. Non, moi, ce que je trouve vraiment délirant, c'est que ce type de personne, quand même, on se faisait la réflexion, elle est parmi les pionnières de l'IA en France, parmi les premières à avoir tripoté les réseaux de neurones, etc. Elle nous en a parlé. Mais ce que je trouve délirant, c'est qu'on ne voit pas Françoise et on ne voit pas ces personnes-là. Il y en a d'autres aussi suffisamment sur le devant de la scène. Bon, après, je pense que c'est des choix de personnalité aussi. Je crois que c'est avant tout universitaire, une chercheuse, quelqu'un de terrain. C'est aussi des choix éditoriaux de la part des médias. Quelqu'un qui cherche à se faire briller. J'entends, mais pourquoi on nous balance tout le temps les phrases des Musk, etc. Ah oui. Non, on va pas bien sûr, ce serait plus intéressant d'entendre les vraies personnes du terrain, bien sûr. En tout cas, entendre les deux. C'est sûr. Mais ça fait vendre moins de papier. Écoute, j'espère qu'il y aura quand même de l'audience sur cet épisode pour traiter. Bon, passionnant quand même la partie sur les dessous des réglementations. Exactement. Aussi. Alors moi déjà, il faut que je vous avoue que j'ai le plus grand mal dans des réunions où il y a plus de 5-6 personnes dans une entreprise. Ça commence à me rendre fou, il y a des débats incroyables. Ouais. Alors là, à 90, avec tout le protocole qui va bien, avec la salle, le lobbying qui waouh, ça doit être... La connaissant un peu, elle devait bouillir sur sa chaise. Mais au fait, ce qui est fascinant, enfin moi ce que j'ai aimé, c'est de comprendre le temps, la complexité d'imposer le terme souveraineté, ou du moins pas d'imposer. Ah oui. C'est juste de faire en sorte que ce mot existe. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Tous les médias parlent que de ça. Quand elle nous explique que 90 personnes, qu'à la fin, elle était qu'avec des lobbyistes, qui ne voulaient pas entendre parler de souveraineté... C'est là que tu es content d'avoir des gens de tempérament qui vont quand même à Bruxelles. Ouais, mais c'est aussi la recherche du juste mot. Elle nous dit, elle ne veut pas parler d'IA éthique. Parce que ça ne veut rien dire. Ce qu'on recherche, c'est l'IA de confiance. Ce sont des comportements qui sont éthiques. C'est un humain qui peut être éthique. C'est sa vision. Pas l'IA en fait. Les faiseurs de l'IA devraient le faire avec éthique. Mais pour le coup, notre Emmanuel Goffy va aussi dans ce sens. Il ne veut pas du tout parler d'IA éthique. Après, ce sont des débats presque de lexique, entre guillemets, en tout cas de mots qui sont intéressants. Moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est cette idée qu'entre 1992 et 2017, il ne s'est pas passé grand-chose en IA, comme elle nous dit. Et en fait, on a vécu depuis les tout débuts de l'IA, plusieurs hivers de l'IA, on y faisait référence tout à l'heure, d'une certaine manière, parce que pas assez de puissance informatique. Donc à la limite, elle disait dans les années 80, il y avait tellement pas assez de puissance informatique que même si on n'avait pas assez de data, on s'en foutait, parce que de toute façon, on n'aurait pas pu en faire grand-chose, je m'étouffe. Voilà, et elle nous dit, dans les années 90, c'était déjà le buzz, il y avait déjà beaucoup de papiers de recherche qui paraissaient comme aujourd'hui. Donc elle a déjà vécu ça. Bon, à ceci près que ça semblait être un peu moins concret, un peu moins go-to-market que ça ne l'est aujourd'hui. Et pour autant, elle vient quand même pondérer ce qui se passe également aujourd'hui et en étant très très prudente sur les évolutions à venir. Donc on ne sait pas si ça va mettre 2 ans, 5 ans ou de nouveau 20 ans avant qu'il se passe quelque chose. Et surtout, qu'est-ce que ça va donner ? Et c'est en ça que sa parole est passionnante. Elle a un recul des X décennies d'histoire de l'IA. Et donc, ce recul est vraiment précieux, je trouve, dans l'excitation qu'il y a aujourd'hui sur le sujet. C'est ce côté-là. Et de l'IA générale, où elle nous a remis les pendules à l'heure. Mais c'est pas la seule à nous le dire. Hein. On avait reçu Luc Julia qui nous disait, mais l'IA générale, on va juste arrêter 5 minutes. En l'état actuel, ce n'est pas possible. C'est un consensus de tous nos invités éclairés sur le sujet. Hein. Mais c'est ça qui est justement, quelque part, un peu rassurant dans ce qu'on se dit. Mais ça remet un peu les pendules à l'heure, je suis assez d'accord. C'est bizarre, il n'y a que les survivalistes, transhumains et autres patrons de Big Tech qui sont intéressés par l'IA générale, j'ai l'impression. French Tech. Et voilà, un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur les intelligences artificielles n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une chose à faire, poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode autour de vous. Car comme le disait Jean-Claude Van Damme, si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. French Tech, esprit critique pour tech éthique.